C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la condamnation de Guillaume Soro, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne, candidat à la présidentielle, écope de 20 ans de prison. Le tribunal correctionnel d'Abidjan l'a condamné par contumace pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. L'audience a été boycottée par ses avocats. Nous retrouverons notre correspondant au début de ce journal et nous serons en ligne avec une des proches de Guillaume Soro, maître Afoussiata Bamba Lamine. Distribution d'aide alimentaire d'urgence au Sénégal. Les autorités ont lancé l'opération de soutien aux plus démunis face à la crise provoquée par l'épidémie du coronavirus. 1 million de ménages sont concernés. Le président Macky Sall avait promis 105 millions d'euros pour l'aide alimentaire d'urgence. Reportage de nos correspondants dans un instant. Et puis, dernière escale en Afrique du Sud où les plus démunis ne décolèrent pas contre le confinement. Au Cap, les manifestations ont démarré au premier jour de la mise en place de cette mesure, le 26 mars dernier. Aujourd'hui encore, ils étaient nombreux dans les rues. Reportage à suivre dans cette édition. 20 ans de prison ferme pour Guillaume Soro, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne et candidat à la présidentielle d'octobre, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Abidjan pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Ses avocats ont boycotté l'audience. Les détails avec notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brook. Guillaume Soro était jugé au sujet de l'achat de sa résidence privée située à Marcory, un quartier d'Abidjan. C'était en 2007, il était alors Premier ministre. La Cour a estimé qu'il avait acheté ce luxueux bien immobilier avec des fonds provenant de l'État et qu'il n'avait pas rétrocédé ce bien immobilier au patrimoine de l'État. La Cour l'a donc condamné à 20 ans de prison pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Guillaume Soro, pour rappel, est toujours en exil en France. Il n'a donc pas assisté à son procès et même chose pour ses avocats. Ses avocats ont décidé de boycotter ce procès. Ils parlent de mascarade judiciaire et d'exécution politique, des arguments qui ont été balayés par les avocats de l'État de Côte d'Ivoire. Ce procès est un procès ordinaire, qu'il est loin d'être un procès politique parce que le détournement qui est reproché au prévenu Guillaume Kibafori Soro est avéré. Et que ce détournement est indifférent de sa qualité supposée ou prétendue de candidat à une quelconque élection présidentielle. Le 22 avril dernier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro et de remettre en liberté provisoire ses 19 soutiens qui sont actuellement en détention provisoire. Le parquet a estimé que cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne remettait pas en question les procédures qui sont en cours. C'est pour ça que le procès qui s'est déroulé ce mardi a bien eu lieu. Guillaume Soro, lui, a déjà réagi sur les réseaux sociaux à la décision prise par le tribunal de grande instance d'Abidjan. Il a parlé de parodie de justice et puis même si son avenir politique semble hypothéqué par cette décision qui a été prise par la Cour, il a répété qu'il serait candidat à la présidentielle de 2020. Nous sommes en ligne avec maître Afoussiata Bamba Lamine, ex-ministre de la Communication de Côte d'Ivoire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes une des proches de Guillaume Soro. Tout d'abord, quelle est sa réaction à cette condamnation ce soir ? Alors, je parle en tant qu'avocate de M. Guillaume Kibafori Soro également. Cette décision judiciaire, ce jugement est un coup d'État qui est nul et de nul effet. Il n'aurait jamais dû être rendu. Cette audience n'aurait jamais dû se tenir parce que, comme je vous l'ai indiqué, elle contrevient gravement à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en date du 22 avril 2020. Et naturellement, le jugement qui en résulte est donc fait l'objet d'une mascarade et d'une parodie de justice qui s'est observée aujourd'hui à Abidjan. Les magistrats qui ont pris part ont renoncé à leur honneur au profit d'intérêts partisans et nous ne sommes plus face à une justice, mais nous sommes dans l'arbitraire. Donc, partant, ils se rendent aussi complices de la violation par l'État de Côte d'Ivoire de ses engagements internationaux qui sont rappelés dans la Constitution sur la primauté du droit international sur le droit interne, puisque la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est membre de l'Union africaine. Elle est signataire du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme. Notre pays aujourd'hui est une dictature. Guillaume Soro a affirmé sur Twitter qu'il restait candidat à la présidentielle d'octobre, qu'il allait gagner. Comment compte-t-il faire ? Alors, naturellement, il a parfaitement raison de le dire. Le peuple ivoirien n'est pas dupe. Et personne ne l'est d'ailleurs. Nous allons d'abord traduire les auteurs et les signataires de ce jugement scélérat devant la Cour africaine.
Parce qu'il faut savoir que lui, il s'adapte sur ce que la Cour africaine a dit. Et en ce sens-là, la Cour africaine a dit le droit. Donc nous allons saisir cette Cour africaine pour que soit prononcé à l'encontre des magistrats qui ont rendu cette décision. À tous ceux qui ont participé d'ailleurs, il y a des sanctions individuelles qui soient prises à leur encontre. Et nous allons saisir les juridictions internationales et toute autre voie judiciaire pour le rétablissement des droits de M. Guillaume Soro. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Qui du pouvoir ou de l'opposition sera le plus généreux dans la lutte contre l'épidémie? La question se pose au Cameroun. La guerre entre les deux partis est engagée et l'opposant Maurice Kamto a perdu une bataille. Une opération de collecte de fonds initiée par son parti a été jugée illégale par le gouvernement qui a ordonné la clôture d'un compte logé chez Orange Cameroun. Les précisions de notre correspondant Marcel Amoko. C'est par un courrier officiel que le ministre camerounais de l'administration territoriale a sommé Orange Cameroun de procéder immédiatement à la clôture du compte Orange Money ouvert dans le cadre de l'opération Survie Cameroun Survival Initiative, une initiative lancée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le parti de l'opposant Maurice Kamto, et qui visait, selon ses initiateurs, à lutter contre la propagation du Covid-19 dans le pays. Une initiative pourtant jugée illégale par le gouvernement camerounais. Le chef de l'État a mis en place une politique de repos qui est efficace et cette politique est pilotée par le Premier ministre chef du gouvernement. Tout ce qui ne se fera pas dans le cadre légal mis en place par le gouvernement sera interdit et sera fermement interdit. Pas de réaction pour l'instant des dirigeants de Orange Cameroun qui se retrouvent au cœur d'un bras de fer politico-financier en pleine pandémie du Covid-19. Mais pour les initiateurs de cette collecte, pas question de se soumettre aux injonctions du gouvernement. Nous ne pourrons pas abandonner les Camerounais qui vont être affectés, qui vont être en danger de mort. C'est un devoir citoyen, c'est un devoir de responsabilité citoyenne que nous allons, n'est-ce pas, assumer pleinement. Rappelons que le président camerounais Paul Biya a lui-même créé un fonds de solidarité doté d'un budget initial d'1 milliard de francs CFA, environ 1,5 million d'euros, et a en plus ordonné la distribution de kits d'une valeur d'environ 3 millions d'euros pour faire face au Covid-19. Une distribution qui a débuté ce mardi à travers tout le pays. Une bataille d'initiatives contre le Covid-19 sur fond de rivalité politique entre le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le pouvoir, alors que le virus, lui, continue de se répandre dans le pays. Et face à la crise économique provoquée par la pandémie, le Sénégal se retrousse les manches. Les autorités ont entamé la distribution d'une aide alimentaire d'urgence aux plus démunis. 5000 tonnes de riz, 10 000 litres d'huile ou encore du savon pour assister 1 million de foyers. Reportage à Dakar signé Sarah Sako et Liman Dao. Guinaw Rail, dans la banlieue populaire de la capitale. C'est ici que le gouvernement a choisi de distribuer les premiers kits d'aide d'urgence aux populations affectées par le Covid-19. Ces produits de première nécessité ont été répartis en kits individuels d'une valeur d'environ 100 €. L'opération pilote est lancée par le ministre du Développement communautaire sous l'œil des caméras. L'État a pris l'option, effectivement, de doter les ménages de vivres 5 kg de lait, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes, 10 litres d'huile et un paquet de 18 savons morceaux de 300 grammes. Des vivres que Ndiaye Diagne attend avec impatience. La mère de famille fait partie des ménages éligibles à cette aide d'urgence. Selon ses calculs, le kit alimentaire lui permettra de tenir plus de 2 mois. Avec le coronavirus, la vie est devenue plus dure. Et avec les restrictions sur la mobilité, il est plus difficile de travailler. On prie Dieu que cette maladie soit vaincue. Mes enfants ne travaillent plus. Vraiment, c'est devenu très difficile. Selon les estimations des autorités, quelques 8 millions de personnes recevront ces kits, soit près de la moitié de la population du pays. Mais la pandémie de coronavirus affecte tous les Sénégalais ou presque. Cheikh Oumar Diallo ne fait pas partie des bénéficiaires du jour. Pourtant, son chiffre d'affaires a chuté ces dernières semaines. Le couvre-feu l'oblige à fermer boutique dès 20 h. Vu qu'ils veulent aider tout le monde, les commerçants ne doivent pas être en reste. Et j'espère qu'on fera prochainement partie des bénéficiaires.
À l'occasion du lancement de cette opération de distribution de vivres, Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, a tenu à assurer que tout le processus se déroulerait, je cite, dans les règles de l'art. Une réponse aux accusations de corruption portées par la société civile autour de l'attribution des marchés d'achat et de transport de cette aide alimentaire. Et en Afrique du Sud, les plus démunis se soulèvent depuis le début contre le confinement. Les manifestations sont régulières dans la province du Cap. Ce mardi, une portion d'autoroute a été fermée au public suite à de nombreux jets de pierre. Ces manifestations sont souvent accompagnées de pillages de commerce. Reportage de nos correspondants Caroline Dumais et Stéphane Kerstens. Dans les quartiers métis du Cap, les explosions de violence sont récurrentes. Mais pour ces manifestants de Mitchell's Plain, la colère actuelle est directement liée au confinement. Depuis le confinement, les commerçants sont régulièrement attaqués. Mais pour Aïcha, dont la boutique a été pillée, il s'agit surtout de voyous. Because how many soup kitchens is here in this area? How many people they dish out food here? Dans ce quartier contrôlé par les gangs, les habitants pensent que les criminels profitent de la situation. Un peu plus loin, ce magasin aussi a été attaqué. Mais l'agression a commencé par des hommes armés, comme en témoignent les images issues des caméras de vidéosurveillance. La foule ensuite a vidé le magasin. La police a conseillé aux commerçants de fermer boutique et de vider leur stock. Ce petit vendeur somalien qui travaille ici depuis 7 ans préfère quitter le quartier le temps que la vie redevienne normale. Malgré les difficultés, le gouvernement sud-africain continue d'imposer un confinement strict. Il multiplie les distributions d'aide aux plus vulnérables. Pour le responsable de la sécurité de la ville du Cap, les pillages des derniers jours ne sont que des incidents isolés. Pas question de parler d'émeutes de la faim. I don't think these are food riots at all. I'm sure some people would delight in generating some panic-stricken narrative. Out of the 65 criminal actions, 45 related to liquor stores. So I don't think those constitute food riots. Pour éviter d'autres débordements, l'armée va envoyer des renforts dans les quartiers difficiles. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar, accusé de coup d'État. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a dénoncé un énième putsch de l'homme fort de l'Est libyen. Lundi, Khalifa Haftar a proclamé qu'il disposait d'un mandat du peuple pour gouverner seul le pays plongé dans le chaos. Nicolas Germain. C'est une annonce fracassante de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Il déclare avoir un mandat du peuple pour gouverner l'ensemble du pays. قد تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة وتفويض من ترونه أهلا لقيادة هذه المرحلة. Le gouvernement reconnu par l'ONU et dirigé par Fayez al-Sarraj a, dans un communiqué, dénoncé une farce et le dernier coup d'État d'une longue série. Fayez al-Sarraj est soutenu militairement par la Turquie. Khalifa Haftar, lui, est appuyé par l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie. Mais ce mardi, même Moscou a regretté sa déclaration. Мы не одобряли недавние заявления господина Сараджа, который отказывался разговаривать с маршалом Хафтаром. И мы не одобряем заявление о том, что теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу. Ни то, ни другое не помогает найти устойчивый компромисс, без которого невозможно выйти из этой ситуации. Ces dernières semaines, les troupes de Haftar ont perdu plusieurs villes. Dans ce contexte difficile pour lui, Haftar a voulu réaffirmer son autorité et museler les voix qui prônent le dialogue. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, à la chef d'édition Célia Caracena, Nicolas Germain. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.